Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, très heureux comme chaque semaine de vous retrouver. Et pour ceux qui regardent la vidéo, évidemment, on se trouve à Neve Shalom, la synagogue Neve Shalom, au 106 avenue du général Michel Bizot, dans le 12e arrondissement de Paris. Le cours démarre à 19h30. Voilà, tous les mardis soirs. Très bien. Alors, c'est marqué dans la paracha des Devarim. Ele advarim asher diber Moshe. Voici les paroles qu'a dites Moshe. El kol Israël, à tout Israël. Donc on est tous concernés par ce que dit Moshe Rabbeinu. C'est marqué Be'ever Yarden, donc il était du côté du Jourdain, parce que Moshe n'a jamais traversé le Jourdain. Donc il était du côté du Jourdain, Bamidbar, dans le désert, Barava, dans la colline, Moulsouf, face à la mer de Jon, Ben Paran ou Ben Tofel et Lavan, entre Paran, Tofel et Lavan, et Hatserot, Elizahav. Vous avez compris? Non. Moi non plus, on n'a rien compris. Alors, en fait, il cite des noms d'endroits. Ça va? Et Rachid nous explique la chose suivante. Les fiches d'ivrei torachot. En fait, ce sont des paroles de reproche. Il a cité des endroits, en fait, qui sont des reproches. Et donc, il a cité tous les endroits dans lesquels ils ont mis Hachem en colère, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils ont fauté. C'est pour ça qu'il a mentionné ses fautes, en fait, mais par allusion. Il a cité des endroits qui sont des formes d'allusion. Ouais, là où il a fauté, alors on nous rappelle, et donc, et pourquoi il a fait ça, Beremez, ça veut dire sous forme d'allusion, Mipnek Vodan chez l'Israël, en l'honneur d'Israël. Ça veut dire qu'il n'a pas voulu, disons de façon frontale, dire les erreurs des gens, mais il a fait des remazim, des allusions. Après, toi de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Bamidbar. Alors, Rachid dit, mais l'Obanvar a eu la votre Moab, ils n'étaient pas dans le désert, ils étaient dans les collines de Moab. D'accord? Pourquoi il est marqué dans le désert? C'est-à-dire, géographiquement, ils n'étaient pas là-bas. Alors, Rachid explique que non, en fait, Benbar, ça rappelle le désert, que quoi? Qu'ils se sont plaints dans le désert. Ouais, ils ont à chaque fois, ils ont prétexté, il n'y avait pas de quoi boire, pas de quoi manger, pas de quoi, je sais pas quoi. Et donc, en fait, à chaque fois qu'il y avait des manques, ouais, c'était une proposition qu'Hachem faisait pour qu'on lui demande et qu'il puisse exercer un miracle. Ouais, mais eux, ils se sont plaints. Voilà. Barava. Après, il y a marqué Barava. C'est quoi Barava? Shiratou Valpeor. En fait, Barava la colline, parce qu'en fait, on sait que Bilham, il n'a pas réussi à nous maudire, mais il a réussi à nous faire fauter. Ouais, dans la colline de Bilham, de la colline de Moab, de là-bas, en fait, il a débauché les filles de Midian, et c'est là-bas qu'on a fauté dans la débauche. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, c'était Arava. Il a dit la colline. Allez, va comprendre, la colline. Après, Moulsouf, face à la montagne, à la mer de Jon. Mashimiru beyamsouf, bevoan et yamsouf, sheamar, biblien, gaim, mitzrim, la montagne de Bidbar. Ouais, quand on est arrivé dans le désert, ouais, rappelez la première fois qu'on est sorti d'Égypte, ouais, la première fois, au bout d'une semaine, on a vu les Égyptiens nous pourchasser. Ouais. Et là, on a cru qu'on allait disparaître. Ouais, c'était fini, quoi. Parce que l'armée était trop puissante. Et on a dit une chose incroyable, on a dit, est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert? Il n'y avait pas de bois ici, c'est pour ça qu'on va mourir ici, quoi. Hein? C'est ça. Et donc c'est ça, Bamidbar, c'est l'allusion qui a été mentionnée. Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. Rachid nous dit, Rabbi Yochanan, Nirziru al Mikra Velo Matsenu Makom Sheshmu Tofel Velavan. On a recherché dans toute la Torah, on n'a jamais trouvé une ville qui s'appelait ni Tofel, ni Lavan. Tofel, ni Lavan. Alors Rachid dit, et là, Sheochecha Radvarim Shetaflu Minaman, Shehu Lavan. En fait, Tofel, ça veut dire tomber. Ouais, Lavan, c'est blanc. Ouais. Et donc, tout ce qui tombe dans l'escarcelle de tous ceux qui blanchissent. Non, je rigole. Mais en fait, c'est ça. En fait, c'était quoi tomber blanc? Tomber, c'est la manne. Et blanc, c'est les petites boules de manne là, qui tombaient du ciel. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, à la fin des 40 ans, ils en avaient marre de la manne. Ah, les petites boulettes qui tombaient là. Préféraient les boulettes tunisiennes. Ouais. Et là, c'était des boulettes. Non, mais carrément, c'était des petites boulettes blanches. On pouvait plus des boulettes. En vérité, c'était un miracle. Au départ, quand c'est tombé la manne. Oh Hachem. Ouais. Et là maintenant, à la fin des 40 ans, c'était catastrophique. Ouais. Et ils se sont plaints, ils ont dit, mais c'est quoi cette boule là, ces petites boules là? Ouais, ils en avaient marre. 400 000, ils étaient dégoûtés du pain pourri, quoi. Voilà, comme ils appelaient pain pourri. Ils en avaient marre du pain. Et donc, voilà, c'est ça. Tofel Lavan. En fait, c'est des allusions. Vous avez compris à chaque fois. Ou alors, ils ont dit, après, Khatserot. Ouais. Alors, il y avait une marloquette, Ksuka Khatserot. Oui. En fait, c'est le Lachon Hara qui a fait Myriam sur Moshe Rabbeinu. C'était là-bas. Ouais. Ou alors, c'était quoi hein?
Voilà. Voilà, il se rappelle aussi l'or qu'ils ont récupéré là-bas aussi. Et après, d'Izahav, c'est d'Izahav. En fait, ils ont reçu de l'or. Quand ils sont sortis d'Égypte, ils ont récupéré de l'or des Égyptiens. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont récupéré des chars des soldats égyptiens qui étaient chargés d'or, etc. Ils ont récupéré de l'or. Et c'est à cause du trop d'or qu'ils avaient qu'ils ont fait le veau d'or. Ça va? S'il n'y avait pas beaucoup d'or, ils ont dit bon, on va trouver autre chose. Mais ils avaient beaucoup d'or, donc ils ont profité. Et donc il a dit Zahav, c'est Dai, Zahav. Dai, c'est suffisant là trop. Ouais. Et c'est ça. En fait, donc ça rappelle la faute du veau d'or. Donc on a dit, vous avez compris ce qu'il a fait? Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à ça. Ouais. Quand on fait reproche à quelqu'un, ouais, en général, on lui dit la vérité. Ouais, c'est pas très sympa, mais ça fait plaisir hein, de dire la vérité aux gens. Ouais, quand on fait des reproches, on leur dit, écoute, il y en a marre. On dit, écoute, j'en ai marre de toi, je vais dire la vérité, et je lui envoie tout deux dans la figure. Ouais, on voit ici que ça se passe pas comme ça. Ouais, on voit ici que Moshe Rabbeinu, il n'a pas procédé de la même manière. Il a fait du kavod. C'est-à-dire qu'il a fait des reproches, mais il a mis des gants. Il a mis des gants. Ouais, il y en a qui mettent des gants de boxe. Lui, il a mis des gants de velours. Hein. C'est ça qui est dingue. Ouais, il a pas mis. Il a fait très attention comment il fait des reproches. Pourquoi c'est très important sur le plan pédagogique et psychologique. Ouais, quand on a envie de dire des reproches à quelqu'un, ouais, il faut faire attention la forme, comment tu parles. Ouais. On voit qu'il a fait du kavod. Ici, il a fait du kavod. Et on parle de Moshe Rabbeinu. Hein. Ça veut dire il aurait pu se permettre. Eh ben non. Il aurait pu dire écoutez, je suis votre maître, je suis votre. Il aurait pu se permettre. Il dit non. Il n'a jamais fait ça. Pourquoi? Alors on va essayer de réfléchir à ça. Vous voyez la manière dont ça s'est passé là? Vous avez compris? Voilà. Ailleurs, on a vu aussi, vous voyez, dans la parachute Shemot, au début de Shemot, c'est marqué là-bas hein, qu'il y avait deux personnes qui se disputaient. Vous vous rappelez ce qui s'est passé? Après que Moshe Rabbeinu il ait tué l'Égyptien, pourquoi il a tué cet homme? Parce que en fait cet homme, il avait remarqué une jolie femme juive qui était là-bas, ouais. Et qu'est-ce qu'il sait? Quand son mari partait au travail, il essayait de la séduire. Et un jour, il est rentré dans sa chambre. Et elle a cru que c'était son mari. Et ils ont eu une relation. Ouais. Et la seule femme dans toute la période de l'Égypte qui a trompé son mari, c'était elle, mais par accident. Pour vous dire combien elles étaient très très pudiques, ces femmes-là. Et là-bas, c'est marqué que quand son mari s'est rendu compte de ce qui s'est passé, il a compris. Alors l'Égyptien, hein, il a commencé à le taper, soi-disant, par son travail. Alors en fait, il voulait le tuer. Ouais. Et quand Moshe, il a su ça, alors qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez qu'un non-juif qui pratique l'adultère, il est condamné. Et ça, c'est ce qu'il a fait. Il a condamné à mort cet homme. Ça va? C'est ce qu'il a fait. Et à la suite de ça, c'est marqué comme ça. C'est marqué comme ça, je vous lis ce qui est marqué. Oui. Alors, où est-ce qu'on en est là? Alors, voilà. C'est marqué Vayetse Bayamasheni. Donc il est sorti après qu'il ait assassiné cet homme. Il a marqué Vayetse Bayamasheni. Il est sorti le deuxième jour. Il a vu deux hommes qui se disputaient. Deux Hébreux qui se disputaient. Ma mère, la Racha, il a dit au Racha, il a vu quelqu'un lever la main sur l'autre. En fait, c'était les deux beaux-frères qui se disputaient parce qu'il dit regarde ta soeur ce qu'elle a fait. L'autre dit comment ça ma soeur elle a fait quoi? Et va chez ta mère, etc. Et donc ils se disputaient. Ouais. Il dit mais je vais divorcer. Il dit comment ça tu veux divorcer? C'est pas de sa faute. Hein. Ils se disputaient. Et là-bas, c'est marqué, il a dit au rachat, quelqu'un qui levait la main, Lama takereera, pourquoi tu frappes ton prochain? Voilà ce que Moshe a dit. Il est adressé au rachat, c'est-à-dire celui qui lève la main sur l'autre, et il dit pourquoi tu frappes ton prochain? Vaïmer, et l'autre il lui a répondu à Moshe, Misamecha le Ishar, qui t'a nommé ministre, Veshofet alenu et juge sur nous. Les Argeni à ta Omer, tu veux me tuer comme tu as dit? Hein? Parce qu'il a tué avec le Shema Meforash. Ouais, Omer, avec un cher recta et mitzri, comme tu as tué l'Égyptien, Vaïra Moshe, donc il a eu peur Moshe, Vaïomer Achen Noda Davar, ah la chose a été su. Donc ça veut dire que ça a été su qu'il avait tué l'Égyptien. Ou bien, hein, ça a été su, je sais pourquoi les Israéliens sont en exil. Ouais, parce qu'ils font du Lachonara ici, parce que vous savez ce qui va se passer. Ouais, c'était Datam Vaviram. Ouais, Datam Vaviram, ils vont aller rapporter ce qui s'était passé à Paro, et donc Moshe va être condamné à mort à cause de ça, et par miracle il a pu se sauver. Mais ça veut dire qu'ici, à Noda Davar, j'ai compris pourquoi les Juifs de l'époque, les Hébreux souffrent, parce qu'ils font de la médisance. Et c'est ce qui va se passer.
Et donc, regardez ce qu'il a dit. Il a vu le type lever la main. Ouais. Il dit, mais Racha, il n'a pas dit Racha, mais il dit, pourquoi tu veux taper ton prochain? Il dit, moi j'ai levé la main, mais toi tu as tué un Égyptien. Ça va? Donc qu'est-ce que tu veux? J'ai pas compris. Tu veux quoi? Être ministre sur nous? Tu veux nous gouverner? Tu veux comment dire, nous juger? Mais déjà, si tu veux nous juger déjà, alors va que t'occuper de tes... Ça va? Et en fait, ce qui se passe, c'est comme ça. Vous avez vu comment ça s'est passé? Il a dit la vérité à les gens. Mais seulement ce qu'il a dit, il n'a pas fonctionné. Vous avez vu? Pourquoi? Parce qu'il a regardé la personne comme un rachat. Et c'est pour ça qu'on lit la paracha. Parce qu'on ne veut pas être rachat. Vous avez compris? Ben oui, c'est comme ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui se passe là, c'est que vous avez vu la forme. Vous avez vu ça quand il était... Quel âge il avait, mon cher Rabbeinu, à l'époque? Vous vous rappelez? Vous savez ou pas? Hein? Quel âge il avait à cette époque-là? Chazak ou Balour. Alors, en fait, il avait 12 ans. Incroyable. Il avait 12 ans. Ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà ce qu'il a fait. Et donc, la façon de dire, vous avez vu, à la fin de sa vie, quand il a fait des reproches, il a fait des rémazim, des allusions pour que tu comprennes, etc. Mais pourquoi il faut faire du kavod à des gens à qui on veut faire des reproches, avec qui on veut faire des remontrances? Pourquoi il faut mettre du kavod? Il faut les respecter, ces gens-là. Ouais, pourquoi c'est très important? Alors, regardez ce qui est marqué, je vous lis ce qui est marqué ici, la suite, dans la paracha de Dvarim. Donc, on parle des reproches, comment on fait des reproches à des gens. Et là, c'est marqué clairement comme ça. Que, voilà, on est ici, voilà, c'est marqué, Vayi Barbaim Shana. Donc, on était au bout des 40 ans. Be'aste Asrei Chodesh. Donc, on était au 12e mois de l'année, du premier jour du 12e mois. On est à la fin des pérégrinations du Ben Israël. Diber Moshe Ben Israël, Kechon Asher Tziva Hashem Oto, Aleem. Et donc, il leur a dit tout ce que Hashem lui avait demandé de dire. Et donc il a fait des reproches. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Mais la med, Shelo Chichan el Asamuch Lemita. Vous avez vu que Moshe Rabbeinu, il a fait des reproches à la fin de sa vie. Pourquoi à la fin de sa vie? Oui, il a fait ces reproches-là à la fin de sa vie. Il n'a pas fait des reproches avant. Mimi Lamad, de qui il a appris qu'il fallait faire des reproches, mais à la fin de sa vie? Mais il a pris de Yaakov Avinu. Quoi? Shelo Chiach et Banav el Asamuch Lemita. Quand il a fait dans la paracha de Yehi, ouais, quand il a voulu leur dire à la fin des temps, et que finalement il n'a pas pu, alors il a fait des reproches en fait, mais à la fin de sa vie. Et donc Moshe, il a appris de Yaakov Avinu qu'on fait des reproches en dernier recours. Ça va? À la fin de sa vie. Que quoi? Pourquoi il a fait ça? Parce que pourquoi? Amar, il a dit, pourquoi Yaakov? Qu'est-ce qu'il a dit Yaakov? Ouais, parce que Yaakov, il a fait des reproches à sa femme avant de mourir. Il dit Amar Reuven béni, il a dit mon fils Reuven. Oui. Amar lecha mipnema lo charticha kol Hashem aleu. Tu sais pourquoi je n'ai pas fait de ces reproches? Parce que en fait, Reuven, qui était l'aîné de Yaakov, ouais, quand Rachel est morte, oui, qu'est-ce qu'a fait Yaakov? Il a mis son lit dans la chambre de Bilha. Et ça a déplu à Reuven, qui était l'aîné de Léa. Il a dit mais comment mon père il a osé faire cet affront à ma mère, d'aller dormir dans la chambre de la servante et pas dans celle de ma mère? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les de son père, il l'a déplacé, ouais, dans la chambre de sa mère. Et là-bas, c'est marqué qu'il a fait deux erreurs. Il s'occupait de la vie de son père. La deuxième erreur, c'est que la Shekhinah, elle résidait sur le lit de Yaakov. Et Yaakov, il savait exactement où mettre son lit. Et alors, il a déplacé la Shekhinah. Voilà ce qu'il a fait, c'était grave. Maintenant, il dit, tu sais pourquoi je t'ai pas fait des reproches jusqu'à présent? Non, vous savez pourquoi? Non, c'est pas? Dommage. Non, franchement. Alors, c'est marqué, regardez ce qu'il a dit, incroyable. Il dit, pour pas que tu m'abandonnes, tu me laisses tomber, et que tu vas te coller à mon frère Esav. Vous savez que quand on fait des reproches à des gens, ouais, la réaction, elle est plus négative qu'autre chose. Incroyable. Hein. Et il a dit, j'ai eu peur que je vais te dire, mais comment tu vas faire ça, qu'est-ce qui se passe, hein? Il va dire, ah bon, c'est comme ça la Torah, ah bon, c'est comme ça, écoutez, je vais aller voir Esav. C'est-à-dire qu'il va renier la Torah, parce que Yaakov, il représente la Torah. Ouais, et s'il va faire des reproches, ça va être mal vécu, mal accepté par son fils Reuven, et il va risquer de quitter sa famille pour aller voir Esav. Ça va? Vous avez compris ou pas? Oui. Ça veut dire que les reproches, c'est à la fin des fins. C'est-à-dire quand on n'a rien à faire, on va aller jouer au foot, on va aller faire des reproches. Mais c'est-à-dire qu'on ne doit pas faire des reproches à des gens. Ça va? C'est clairement marqué là. Il y a marqué à la fin de sa vie, Moshe il a fait des reproches. Et de qui il a pris? De Yaakov Avinu.
Et pourquoi Yaakov, il n'a pas fait des reproches à l'instant T où Yarouven avait fauté? Parce qu'il dit, sinon tu m'aurais abandonné, tu aurais été voir Esav. On a plus à perdre de faire des reproches, ouais, que d'en faire. Mais non, alors comment je vais faire alors? C'est ça le problème. Comment on va faire? Ça va? Vous avez compris? Razak ou Balour. Ben, merci beaucoup d'être venu ce soir. Alors, comment on va faire? Ouais, comment vous avez des reproches, vous avez des choses à dire. Comment on fait alors? Ouais, c'est ça. Mais on voit que c'est un. Même ça, il n'a pas fait Yaakov Avinu. Vous avez vu, il n'a même pas mis les formes, il n'a rien fait du tout. C'est marrant. Vous avez vu que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a fait reproche, ouais, à Datan Vaviram, ouais, eh ben, ça n'a pas marché. Oui, etc. Vous avez compris, c'est ça. Et donc, il faut faire attention comment ça fonctionne. On va essayer de comprendre, en fait, le principe du reproche, en quoi c'est gênant, en quoi c'est vexant, en quoi ça peut être déstabilisant, mais du mauvais côté, c'est-à-dire de la personne qui va jamais apprendre à évoluer grâce à ça. Ouais, nous, ce qu'on espère, c'est qu'il va comprendre. Ouais, et donc, on espère qu'il va changer ou qu'elle va changer. Et donc, on dit, mais il faut pas comme ça, on ne te fait pas comme ça, pourquoi tu parles comme ça, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu agis comme ça. Vous avez compris? Et en fait, ça marche pas. Ouais, ça marche pas. Ça marche jamais, en fait. C'est ça qui est marrant. Ouais, pourquoi ça marche pas? Alors, écoutez-moi bien. Imaginez-vous, quelqu'un, il travaille en entreprise. Ça va? Ok. Maintenant, ça fait 10 ans qu'il travaille dans l'entreprise. Et Baruch Hashem, elle a gagné, l'entreprise a beaucoup évolué, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais lui, son salaire, il n'a pas beaucoup augmenté. Bon, ça fait 10 ans quand même. Donc il a dit, je vais préparer un vrai dossier, ouais, où je vais montrer tous les bénéfices, ben et fils, ouais, qu'ont pu faire l'entreprise, parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants, Baruch Hashem, ouais, et donc j'espère que le patron comprendra, et puis que mon salaire, il va augmenter, tu vois. Et donc il a préparé son dossier en béton. Ouais, il s'appelait Béton, il s'appelait Biton, je crois, il s'appelait le type. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'apprêtait à rentrer voir le PDG de la boîte. Donc il allait frapper à la porte. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui l'arrête, il dit, où tu vas? Il dit, je vais voir le patron. Il dit, pourquoi? Augmentation. Mais tu t'as vu? Tu as une tache de stoma sur ta chemise. Ce stoma. Waouh, oh, la pizza. J'ai mangé à midi la pizza et à coup du couler, et ça fait une tache comme ça sur ma chemise. Il dit merci de m'avoir dit que j'avais une tache de pizza sur ma chemise, parce que tu te rends compte, je serais rentré dans la rue, BD, j'avais une tache comme ça, il m'a dit mais vous êtes une tache. Oui, évidemment. Donc, et donc il a dit merci de m'avoir dit que j'avais. Merci, je vais vite m'acheter une chemise, merci de m'avoir dit que. En plus, il habitait rue de Bercy, je crois. Bercy, beaucoup, Bercy. Ouais, de m'avoir dit que. Une tâche, ok. Ça, c'est une chose. Vous avez compris? Voilà. Quelqu'un, vous lui dites, tu te rends compte comment tu parles aux gens? Tu as vu comment tu te comportes? Tu es hautain, orgueilleux. C'est pas beau ce que tu fais, c'est pas beau ce que tu es. Ouais. Et l'autre, il va dire, attendez, je me compris de quoi je me mêle, j'ai pas compris. Est-ce que je m'occupe de votre vie? Je m'occupe de. Ouais. Qu'est-ce qui est plus grave? D'avoir une tache sur la chemise? Ou d'avoir des problèmes de défauts, de comportements anormaux? Qu'est-ce qui est plus grave? Les relations. Les comportements. C'est vrai ou pas? Oui. Très bien. Alors, si déjà la tâche sur la chemise, il a dit merci beaucoup, tu m'as sauvé ma vie, ouais, pour la tâche, ouais, alors a fortiori de m'avoir dit que j'avais des problèmes fonctionnels, a fortiori, il aurait dû dire merci, et c'est l'inverse qui se passe. Moi, j'y serais allé. Hein. Voilà aussi. Mais vous avez compris, moi? Mais non, avant que je m'énerve. Non, vous avez compris. Mais comment ça se fait qu'au lieu de se débarrasser des défauts qu'on a, ouais, eh ben on est très bien comme on est. Vous avez compris? On se cache de nos erreurs, on se cache de nos défauts. Mais comment ça se fait? Mais a fortiori, dis merci. Si on te dit tu as un problème, toi tu t'en rends pas compte, bah dis merci, ah ouais, merci de m'avoir dit, ouais, et je vais me corriger. A fortiori, si déjà quand tu as des tâches sur toi, ça te dérange et tu dis merci de les avoir mentionnées, alors a fortiori si on te dit que tu as un problème. Et c'est l'inverse qui se passe. Pourquoi? Parce que la différence entre la chemise et la personne, c'est que tu touches à l'amour-propre des gens. Ça va? Et là, et donc il n'y a plus de raisonnement a fortiori. Tu me touches, tu touches à mon honneur, tu touches à mon image, etc. Je t'envoie balader. C'est pour ça qu'il faut faire très attention que quand on fait des reproches à des gens, on pense bien faire, en fait, mais en fait on touche à l'amour-propre des gens. Donc tout de suite, il y a un réflexe, c'est de refuser. On ne veut pas entendre. Ça va? Donc comment tu fais alors? Alors la réponse, elle est marquée dans Rashi. Il faut faire du kavod. Ça va? C'est-à-dire que quand tu honores la personne, tu dis t'es un type superbe. Hein. Ah, t'es une fille, mais extraordinaire. Hein. Mais vraiment dommage, tu vois, ce petit truc-là, si tu enlèves ça, ouais, si tu enlèves ce petit défaut-là, mais tu serais encore mieux 1000 fois mieux qu'avant et tout ça.
Vous avez compris comment ça marche? Ouais. C'est l'empathie, là. Mais non, mais tu dis, mais vous avez compris? Tu es une fille super, tu es un garçon super, machin. Et c'est dommage que ce petit truc-là, il gâche ton truc. Ouais. C'est dommage. Vous avez compris? D'où on apprend ça? Parce que la Gemara dans Sota, elle dit là-bas hein, que le Yetzerara, les femmes et les enfants, on repousse de la main faible, mais on récupère de la main forte. Ouais, on est doché bismol, de la main gauche, mais on récupère, mais on est mécaré, Benyamin, on rapproche de la main droite. Ça veut dire qu'il faut tout le temps, mais pourquoi ce principe? Parce que si tu veux être entendu, il faut respecter les gens. Et on ne respecte que les gens qui nous respectent. Tu ne respectes que les gens qui te respectent. Or, si tu fais reproche à quelqu'un, l'impression que ça laisse, c'est de ne pas être respecté. Alors les gens ne vont pas t'écouter. Donc il faut savoir nuancer ça. Ça va? C'est-à-dire être capable, c'est ce que nous explique Rashi. Parce que par expérience, vous avez vu quand il a dit à ce rachat, pourquoi tu lèves ta main sur moi? Bien sûr qu'il a eu tort de lever la main. Mais l'autre il a dit, ah bon, moi j'ai levé la main, mais toi tu l'as tué. On va jouer au ping-pong, ça va? Et au cheval s'envoyer la balle. En fait, personne ne va changer. C'est ça qui va se passer. Parce qu'on n'a pas su dire. Parce qu'on n'a pas su dire. Il faut faire attention quand vous... Il y a des gens qui arrivent à un excès d'insupportabilité des gens. Ils vont faire des reproches, ouais, en couple, ça peut être en couple avec nos enfants, etc. Parce qu'on en a marre, et on envoie des vérités aux gens, en fait, qui dérangent. Ouais, plus qu'autre chose. Parce que si la personne accepte le reproche violent qu'on lui fait, c'est qu'elle n'a aucune personnalité. Mais quelqu'un qui a un peu d'amour propre, elle ne peut pas accepter un truc pareil, ça va? Donc au niveau de l'efficacité, c'est nul. Zéro, ça va? Que le reproche n'a pas de raison d'être dans la relation. Ouais, parce qu'on veut essayer de s'arranger, on veut essayer de machin, on dit ah mais comment tu fais? En fait le problème c'est qu'on rappelle le mal, on rappelle les mauvais comportements, on rappelle et c'est rabaissant et c'est humiliant. C'est pas comme ça qu'on marche. Ça va? Ça ne marche pas ça. Ça va? Ça marche pas. Ça marchera jamais. Parce que la personne, ou alors elle a une humilité mais extraordinaire, mais en règle générale les gens ne supportent pas qu'on dise d'eux des choses qui sont désobligeantes. C'est comme ça. Pourquoi c'est toujours des reproches, c'est toujours des machins, jamais ouais super, machin, tu fais des choses bien, non, toujours, quand ça peut être en couple, malheureusement comme ça aussi, les gens, ils savent pas faire des louanges, ouais, il y a des gens, ouais, moi je dis souvent, moi je ne suis pas à vendre, mais je suis à louer, tu as compris? Bah oui, c'est comme ça, donc il faut louer les gens, il faut leur dire, ouais, t'es super, machin, c'est encourageant, ça donne envie de changer, ouais, plutôt que de dire aux gens ce qu'ils savent pas faire, ou ils savent pas réfléchir. Mais pourquoi tu leur apprends pas à réfléchir? Pourquoi tu leur apprends pas à agir bien? Tu vois? Si tu dis aux gens, oui, souvent les gens ils vont dire, mais bon, il faut arrêter de voler, il faut arrêter d'escroquer, il faut arrêter de faire attention à la shonara, il faut attention à ça. On nous parle que de choses qu'on n'a pas le droit de faire ou on sait pas faire. Mais c'est beaucoup plus facile de dire aux gens ce qu'il faut faire. Parce que, automatiquement, ils sauront que quand tu as envie de faire quelque chose, quand tu vois que c'est plaisant, quand tu vois que c'est agréable, quand tu vois que ça te donne des forces, ben le contraire te dévalue. Mais c'est comme ça, vous avez compris, j'ai pas besoin de lui dire arrête de mentir. Ça va, arrête de mentir, ou arrête d'être hypocrite, ou je sais pas quoi. Mais non, il faut lui apprendre à être honnête. Il faut lui apprendre à dire les choses comme elles sont, ça va? D'être naturel, de ne pas être angoissé, de ne pas être anxieuse ou anxieux, vous avez compris? C'est très important ça, parce que, je dis, mais au lieu de rappeler, ouais, mais tu as vu comment il arrive un truc, tu crois toujours au pire. Oui, bah, si tu vois qu'elle a un malaise, la fille ou le garçon a un malaise, et bah, tu lui dis, bah, tu pourrais vivre autrement. Sois chacham, c'est-à-dire, montre-lui qu'est-ce qui était nécessaire de vivre, et pas ce qu'elle ne sait pas faire la personne, ouais, ou ce qu'elle n'arrive pas à réaliser. Vous avez compris, c'est ça. C'est très important, ça. C'est pour ça qu'il y a une façon de faire qui est très importante, c'est-à-dire faire respecter les gens. Respecter les gens. Il y a une façon de faire. Et comment ça marche? Pourquoi il faut respecter les gens? Donc il ne fallait pas lui dire pour la tâche. Parce que du même coup, ça... Non, là, il a dit merci. Son entrain est parti du même coup. Non, mais là, il lui a rendu service. Là, il lui a rendu service. Parce qu'il aurait eu honte de rentrer avec la tâche de chez le patron. Il n'a pas touché à l'humain, il a touché au matériel. Voilà, ouais. Oui, mais bon, n'empêche qu'il n'est pas allé voir. Bah, il a été après, il a été acheter une belle chemise, ouais, chez Zara ou je sais pas qui, et il a acheté du parfum chez Sefo. Voilà, et puis voilà, il est rentré, il était bien. Ouais. Et moi, je le connais en plus ce type. Lui. Mais vous avez compris ce que c'est important. Pourquoi c'est important ça? Parce que, écoutez bien, j'ai vu un roi Chaim à Kadosh. Ouais. Il dit là-bas hein, que dans la paracha de Kititzel Amichama, là-bas c'est marqué, il y a ce qu'on appelle l'enfant rebelle. Un enfant rebelle, oui, qui n'écoute ni son père, ni sa mère, ni personne, et on lui fait des reproches, il n'écoute personne. Et c'est un enfant en fait
qu'un épicurien, c'est-à-dire quelqu'un il pense qu'à manger de la viande, à boire du vin, etc. Voilà, sa vie c'est ça. Et donc en fait, lorsqu'il a les possibilités de se payer ce qu'il aime, ben ça va, mais s'il n'arrive pas, ben il va voler ses parents, il va brigander les gens, voilà ce qu'il va faire. Ça va? Et donc ses parents lui font des reproches. Mais il y a marqué dans la Torah, Eneno Shomea, Aviv, Kol Aviv et Kol Imo. Il n'écoute ni la voix de son père ni la voix de sa mère. Ça va? Et là-bas, le Or HaChaim HaKadosh, il dit c'est bizarre qu'on ait dit Eneno Shomea. En hébreu, on ne dit pas Eneno, on dit Eno Shomea. Il n'écoute pas. Pourquoi il y a une insistance lourde comme ça dans le texte qui est Eneno? Il n'écoute pas, mais vraiment prononcé de façon très négative. Alors il explique comme ça, écoutez bien ce qu'il dit. Écoutez bien, vous êtes prêts ou pas? Très bien. Il dit que quand quelqu'un, il a été mamlir, c'est-à-dire qu'il a rendu son Yetzer Hara roi. Ça veut dire qu'il y a des gens, ils vivent avec le Yetzer Hara, pour eux c'est normal. C'est pas normal, c'est super normal. Ça va, c'est ce qu'il faut faire, c'est comme ça qu'on doit vivre, etc. Ils ont été mamlir, ils ont rendu leur Yetzer Hara roi, c'est-à-dire qu'ils ont dans leur cœur et dans leur façon de penser des sentiments très très puissants qui vont organiser leur vie, mais qui est complètement à l'encontre de la Torah. Ça va? Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, il va se droguer, je sais pas moi, il va boire de l'alcool à outrance, on lui dit mais arrête de boire comme ça, tu deviens, tu te dégrades, etc. Il n'écoute personne. Pourquoi il n'écoute personne? Vous savez ce que dit le Or HaChaim HaKadosh? Parce que quand la personne, elle rend roi son Yetzer dans son cœur, alors le Yetzer Hara qui est dans le cœur de la personne, elle va empêcher le cœur, la conscience d'être éveillée par ce qu'on va lui dire. C'est-à-dire que les parents vont dire mais arrête de faire ça, le gosse il veut rien savoir. Nous on croit que c'est l'enfant qui refuse d'entendre. Là-bas il explique, c'est pas l'enfant qui refuse, c'est pas la personne qui refuse, c'est ni ton mari, ni ta femme, ni personne. Tu sais qui refuse? C'est Yetzer Hara que j'ai accepté de rendre roi dans mon cœur, qui lui dirige mes pensées et qui dirige les paroles qui rentreront dans ma conscience et qui ne rentreront pas dans ma conscience. C'est pas la personne qui refuse. Donc comment je vais faire maintenant? J'ai compris un truc d'ici, j'ai compris. Vous savez ce que fait le kavod? Ouais. Parce que la personne, vous allez lui dire la vérité. Mais cette vérité, en vérité, va déranger. Alors tu sais ce que tu vas faire? Tu vas être malin. Et tu vas dire, mais puisque c'est le Yetzer Hara qui l'empêche d'écouter, alors il faut que je m'adresse au Yetzer Hara. Et comment je vais le contourner? Ouais. Eh ben, je vais lui faire du kavod à la personne. Parce que l'autre, il s'y attend pas. Il dit, attends, mais normalement, c'est l'inverse. Et normalement, tu vas faire des reproches, tu vas l'envoyer balader. Hein, c'est comme ça. Et donc, il va se vexer. Et dit, attends, quand vous entendez dire, mais comment il a osé me parler comme ça? Mais il se prend pour qui celui-là? En fait, c'est pas vous qui pensez. C'est la frustration émotionnelle qui est provoquée par la parole de l'autre, qui va alimenter chez nous le Yetzer Hara de dire, mais attends, te laisse pas faire. Et il s'est pris pour qui celui-là? Vous avez compris, ce raisonnement, en fait, c'est pas nous qui le tenons, parce que logiquement, hein, tu as plus d'intérêt à te débarrasser de tes problèmes que de refuser ou que de cacher d'en avoir. Vous avez compris ça? Alors qui c'est qui nous empêche alors? Ben, c'est les Tsars. Dans ton cœur, il te dit, attends, t'as vu comment il te parle, t'as vu comment il te parle, tu veux me tuer comme t'as tué l'Égyptien? T'as compris ce qui va se passer? Je te renvoie la balle en fait. Mais c'est pas lui en vérité qui renvoie la balle, c'est le Yetzer Hara qui est en lui qui trouve un argument pour se défendre de ne pas être fauteur. Vous avez compris ce que je veux dire? Moi je suis fauteur, mais toi t'es pire que moi, toi. T'as tué l'Égyptien, vous avez compris ce qui se passe? Mais cette logique-là, c'est la logique du Yetzer. Alors comment je m'en sors? Il faut absolument que je trouve un système dans lequel je fais du kavod. Et là, le kavod, il ne peut pas refuser. Je lui fais du kavod, je lui fais des honneurs. Vous avez compris? Vous avez compris? Voilà. Je lui dis, mais c'est dommage, c'est un type super. C'est-à-dire qu'il doit avoir une capacité de retenue et de lui dire, t'es un type super. Alors que je pense le contraire. Hein. Mais je lui dis, t'es un super. Parce que, mais comment je vais faire? Je vais lui dire, mais c'est dommage, rien. Tu vois, à cause de ça, oui, c'est passé. Tu vas dire, ouais, t'as raison, c'est vrai. Tout à coup, il me dit, ouais, t'as raison, j'arrête. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Mais pourquoi? Parce que j'ai fait du kavod. Par exemple. Vous vous rappelez que Yehuda, hein, il avait 3 enfants. Yehuda, il avait 3 enfants. Oui. Et il perd son fils Er, il perd son deuxième Onan. À la suite de quoi, ben, il ne sait pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il pense que Tamar, qui était leur femme, en fait, elle a un mazal un peu spécial, cette femme, un mazal de tueuse de mari, quoi. C'est ce qu'il pensait. La tueuse. Ouais, ça existe, bien sûr. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à sa belle-fille,
Il a dit, écoute, je vais te donner Sheila, mon dernier enfant, mais il est petit, il est trop petit, donc retourne chez tes parents et quand il grandira, je te le donnerai en mariage. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il avait ni l'intention de donner, ni il a eu peur pour le petit, le dernier quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, elle retourne. Bon, au bout de quelques années, elle voit qu'elle lui propose, jamais son beau-père lui propose d'épouser ce dernier enfant. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va trouver une astuce parce que elle, en fait, Tamar, elle descend de Shem, cette femme. Et donc, elle était une fille de Cohen, etc., Cohen Zion, et elle voulait absolument épouser la famille de Yehuda, parce que Yehuda était censé être le roi d'Israël, et le roi d'Israël, ça va engendrer le Mashiach. Et donc, dit le Midrash Rabbah, qu'elle voulait absolument avoir un enfant dans cette famille pour engendrer le Mashiach. C'était son désir profond de femme. D'accord? Maintenant, elle a vu qu'elle ne pouvait pas. Qu'est-ce qu'elle a fait, madame? Ouais. Elle s'est carrément déguisée en prostituée. Bon, elle s'est trouvée à la croisée des chemins, et elle était comme une prostituée, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle espérait? Ben attends, Yehuda, fils de Yaakov Avinu, il va aller voir une prostituée, c'est impensable, vous avez compris? Maintenant, bizarrement, elle se trouve là-bas, et bizarrement, comme qui, ouais. Et comment ça se passe? Et comment ça se passe? Et donc, elle était à la croisée des chemins, et tout à coup, il a tiré vers elle. Impensable. Et il lui propose d'aller avec elle. Il dit, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange? Bizarrement, il va dire un gdizim, un chevreau qu'il n'a même pas. Hein. Il dit, ouais, mais bon, il lui propose un chevreau, elle n'a pas de chevreau, et il dit, bah, donne-moi un gage. Donc il dit, ok, je te donne mon bâton, ma bague et mon vêtement. Il avait un tzitzit. Et ce qui se passe, ok, elle accepte, et il va avec elle. Il n'a pas reconnu que c'était sa belle-fille. Comment ça se fait? Ouais, c'était sa belle-fille. Dit la Gemara dans Shota, elle était tellement pudique, cette femme, que jamais il a vu le visage de sa belle-fille. Mais alors, ce qui est très intéressant, c'est que le contraire. Elle était d'une grande pudeur et elle s'est carrément prostituée, quoi. Mais pourquoi elle a fait ça? Bizarre. Et qu'est-ce qu'elle a cru que quoi, Yehuda va accepter? Et qu'est-ce que Hachem il va faire un truc, il va quoi accepter ça? Ouais. Bizarre. Ici on apprend un secret. Écoutez-moi bien, un petit secret. Vous êtes avec moi ou pas? Un petit secret. En vérité, au fond de son cœur, elle voulait engendrer le Mashiach. C'est vrai ou pas? Mais non, dans son cœur, il y a qui dans son cœur? Il y a le Sarah. Donc si je dis, je vais engendrer le Mashiach, super, je suis rentré dans la bonne famille et tout ça, le Mashiach il va venir, la Mashiach qui arrive, c'est la fin du Yetzara, c'est terminé. Donc qu'est-ce qu'il va faire le Yetzara? Il va faire tout pour éviter que ça puisse se faire. Donc qu'est-ce qu'elle est obligée de faire pour magouiller le Yetzara? Elle va faire, je vais faire une Avera. En fait, je fais comme si je fais une Avera. Vous avez vu? C'est tellement antinomique dans sa nature qu'elle a trouvé un système dans lequel elle était Chachama, elle a trouvé un système dans lequel le Yetzara ne va pas se mêler. Ça va? Et elle espérait qu'Hachem il va accorder cette faveur, et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, ce qui se passe, ok. Au bout de 3 mois, donc on la cherche partout, cette fameuse femme, mais on ne la trouve pas. Ouais, il n'y a pas de femme comme ça dans le quartier. Et elle tombe enceinte. Et donc elle n'est pas mariée, elle tombe enceinte. Et donc on annonce à Yehuda que sa belle-fille est tombée enceinte. Elle n'est pas mariée. Bon, ils vont la juger, la condamner. Donc c'est qui? Il y avait Yehuda qui la condamne. Il y avait Yitzhak Avinu et il y avait Yaakov Avinu, son père et son grand-père. C'était eux le tribunal. Ils l'ont condamné. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit comme ça à son mari. Elle a dit à cet homme, écoute, c'est simple. Elle a envoyé, elle n'a même pas été le voir. Hein. Parce que je vous explique un truc. On va la condamner à mort alors qu'elle a rien fait de grave en vérité. Ouais. Donc une femme normale, elle va dire, attendez, je suis désolé, elle va voir Yehuda, dit, attends, tu le reconnais, tu vois, la balle c'est la sienne ou pas? Bon, le bâton c'est à toi, ça? Ouais, et j'ai aussi le tzitzit, ça va? Eh ben c'est de toi, je suis enceinte, ça va? Voilà, il aurait pu faire ça. Eh ben non. Vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit, écoute, elle a fait envoyer. Vaishlach, elle a envoyé. Elle a dit, écoute, elle a dit au type, écoute, donne ça à Yehuda. S'il reconnaît qu'il est le père de l'enfant que je porte, super, sinon je suis prêt à mourir. Ça va? Voilà ce qu'elle a dit. Au lieu de se rebeller en disant mais jamais, moi je vais mourir. Mais attends, mais vous plaisantez ou quoi? Mais le père c'est toi. Ouais. Elle aurait dû lui dire la vérité. En lui faisant un reproche, en lui disant mais comment tu oses me juger? Ça va?
Mais si je lui dis la vérité à Yehuda, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu vas me faire l'archouma. Parce qu'il aurait eu la honte de sa vie. Ouais. Et il aurait dit, mais quelle menteuse. Mais elle me l'a volé. Comment elle a osé penser, moi, Yehuda, je vais faire ça, moi, Hazrat Shalom. Il aurait pu mentir en disant, mais, et personne n'aurait rien su, elle serait morte et peinard. Vous voyez, non? Ça veut dire qu'elle n'a pas voulu provoquer chez lui le désir de se défendre et de mentir. Alors qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, écoute, c'est simple. Soit écoute, c'est toi le père. Si tu acceptes, ben, tant mieux. Excuse-moi de la honte que je te fais. Et sinon, je suis prêt à mourir pour toi. Vous avez compris? Alors il a dit, tu vas pas, attends, entre la honte que je vais avoir et la mort, non, je peux pas. Évidemment, je vais reconnaître. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait du kavod. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a fait en vérité? Au fond, elle a contourné le Yetzirara. Ça veut dire que si je lui dis la vérité à Yehuda, ouais, ça va entraîner une frustration. En vérité, la vérité est un mensonge. Parce que si je lui dis la vérité, ça va entraîner une réaction que je ne veux pas savoir. Par contre, si je lui dis, écoute, je suis prêt à mourir. Comment ça, t'es prêt à mourir? Ben oui, écoute, personne n'est au courant, c'est pas grave, je mourrai pour toi, c'est pas grave. Elle lui fait un cavote de malade, vous avez compris? Et donc, le fait de lui faire ce cavote, ça le calme. Parce qu'entre la honte qu'il va avoir de savoir qu'il est le père de cet enfant et qu'elle va mourir, il n'y a pas photo, vous comprenez? Et donc, il a contourné le Yetzirah. Celui qui aurait dû l'empêcher d'écouter va lui permettre de l'écouter. Vous avez compris la chorma? C'est ça. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le reproche. Elle est dans la capacité de faire accepter à cet homme le fait qu'il est le père de ses enfants. Mais ça, c'est une chorma, ça. Vous avez compris comme ça? C'est une chorma, ça. C'est comme Yosef. Yosef, il a fait 2 rêves. 2 rêves, d'accord? Une fois, il est arrivé que ses frères, qui étaient des gerbes, se prosternaient devant sa gerbe. Oui, c'est ce qu'il a dit. Ouais. Et une fois, il est arrivé qu'ils étaient des étoiles qui se prosternaient devant lui. Pourquoi il y a une différence dans le rêve, ouais, entre ils se sont prosternés devant sa gerbe, pas devant lui, et une fois, ils se sont prosternés devant lui en tant qu'étoile. Oui, c'est pas formulé de la même manière. 2 rêves différents. Pourquoi? En vérité, c'était des rêves prémonitoires. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte plus tard que Yosef, il va se retrouver ministre des Finances en Égypte. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir ministre. Et donc, en fait, le monde était en famine, il fallait manger, donc tout le monde arrivait en Égypte parce que c'est le seul endroit où il y avait de la nourriture. Et donc, quand ils ont rencontré Yosef, en pensant que c'était le ministre, ils se sont prosternés devant sa gerbe. Parce qu'ils ont cru que c'était du blé, c'est-à-dire comme des gerbes. C'était le producteur de blé de trucs. C'est pour ça qu'il avait une banque extraordinairement connue qui était le Crédit Agricole, là où il mettait du blé. Ouais. Tout le blé qu'il avait, il le mettait là-bas. Ouais. Et c'est sa femme qui l'a arrosé, évidemment, pour que ça. Évidemment. Mais il avait pris. Et donc il a dit la gerbe, vous allez prendre devant ma gerbe. Parce qu'ils n'ont pas reconnu que c'était Yosef. Par contre, la deuxième fois, il a avoué qu'il était Yosef, il leur a fait savoir qu'il était Yosef. Tout à coup, ils se sont pris devant lui. Vous avez compris? Donc c'était prémonitoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont mal interprété son rêve, en pensant qu'il allait prendre la place de Yehuda, etc. Et donc ils l'ont vendu en pensant bien faire, ils l'ont vendu et ils se sont débarrassés du rachat de Yosef. Mais c'est marqué là-bas qu'il y avait la haine. Au fond, inconsciemment, il y avait de la haine, il y avait de la jalousie. Et Yosef était au courant de ce problème. D'un côté, il n'était pas, on va dire, neutre dans cette histoire. Donc il a dû aussi passer par la vente, il a passé par plein de choses, par des souffrances en fait, mais qui sont réparatrices de son problème, parce que si Yosef reste dans la famille, il va créer la fracture familiale. Ça va? Donc il fallait qu'il parte. À part ça, il était vendu esclave. Pourquoi esclave? Parce que Yosef se vante, il ose dire, ouais, il ose dire je suis ça, je suis ça, je suis ça, ça c'est pas beau. Et donc il faut que tu deviennes un esclave. C'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait de lui quelqu'un sans se vanter d'être. Donc il y a un rapport très très profond, qui est un rapport de réparation psychologique de l'épreuve que vit Yosef, qui a été organisée par Hachem. Oui? C'est-à-dire que quand on parle de punition, on croit que genre Dieu il nous tape dessus. Pas du tout, zéro. C'est pas ça. C'est qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose, c'est réparateur d'un problème psychologique qui nous atteint et qui nous affecte, et qui fait de nous des gens malheureusement pas corrects. Donc ce que nous vivons vient être correcteur de cette problématique. C'est comme ça que ça se réfléchit. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se retourner en Égypte, etc. Ok? Et comme il y avait la famine dans le monde, il savait pertinemment que ses frères allaient arriver un jour. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit aux douaniers,
écoutez, si vous avez des enfants, des gens qui arrivent avec un nom fils de Yaakov, vous me prévenez. Ok, donc ils sont arrivés. Il a su qu'ils étaient rentrés en Égypte, mais par des portes différentes. Parce que Yaakov, il avait peur de la Ainara. Ouais, il avait peur de la Ainara. Il était tunisien, et donc il avait très... Non, c'est vrai. Il avait peur de la Ainara, Yaakov. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit à ses enfants? Surtout ne rentrez pas ensemble. Ouais, ils étaient tous des beaux gosses et tout. Il a dit, ça ne se fait pas. Et donc, il a dit, rentrez par des portes différentes. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il a utilisé ça comme un argument. Il dit, mais pourquoi vous êtes passé par les portes différentes? N'est-ce pas que vous êtes des espions? Hein, vous êtes rentrés... Et il leur a mis la pression, etc. Il a dit, je vous crois pas, vous êtes des menteurs. Il dit, vous êtes combien de familles dans votre famille? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Votre père, où est-ce qu'il se trouve? Etc. Il les a harcelés de questions, quoi. Et à un moment donné, non, je dis, vous crois pas, vous êtes tous des espions. Il les a mis en prison pendant 3 jours. Il leur a mis une pression. Après, il a dit, écoutez, quand ils sont sortis de prison, il leur a dit, écoutez, achetez de la marchandise, ce que vous voulez, mais je ne veux plus vous voir. Ça va? Si ce n'est que vous m'avez ramené ce fameux Binyamin, là, vous avez un petit frère, là je vous croirais, mais sinon je vous croirais pas, vous êtes des menteurs. Vous avez dit soi-disant vous avez un petit frère. Et donc il a gardé Shimon en prison, parce que Shimon et Lévi ensemble, ils sont prêts à massacrer la ville, et donc ils sont repartis chez eux. Ok? Alors je vous résume un peu le truc. Ils arrivent après, donc il y avait toujours la famine, ils ont consommé ce qu'ils avaient acheté en Égypte, il fallait repartir en Égypte. Et là, Yehuda, il dit à son père, écoute papa, si on part sans Binyamin, c'est impossible. Il dit, mais pourquoi vous avez dit que vous aviez un petit frère, et machin, vous voulez que je meure? J'ai déjà perdu ma femme, Rachel, j'ai perdu mon fils Yosef, et si je perds le troisième, j'aurais l'impression d'avoir perdu les 3 en même temps le même jour. Ah, c'était trop insupportable. Il pourrait mourir par accident, comme est mort Yosef par accident, il n'avait pas envie de voir. Il dit, écoute papa, je me porte garant. Toute ma vie. C'est-à-dire, je suis prêt à perdre ce monde-ci et le monde futur si je ne le ramène pas. Et là, sur ce, il a dit ok. Donc, il dit voilà. Alors, il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Yosef, il voit ses frères arriver. Et il leur dit excusez-moi, je vous ai mal jugé. Effectivement, ah ouais, Binyamin est là. Pardonnez-moi, je me suis trompé. Et il les invite à manger ensemble. Après, quand ils sont repartis, il a demandé à ses intendants, ses gouverneurs-là, de prendre sa coupe à lui, sa coupe. Ouais. Et de la mettre dans la sacoche de Binyamin. Et ils sont partis. Et lorsqu'ils sont repartis en Israël, il les a pourchassés. On a fouillé dans les sacoches parce qu'on prétextait que il y a quelqu'un parmi vous qui a volé la coupe du roi. Et on l'a trouvé dans la sacoche de Binyamin. Et là, on est revenu en Égypte. Et là-dessus, Yehuda, il va faire sa plaidoirie. Ça va? Il va dire, vous savez, ce que vous faites est criminel. Il dit pourquoi? Il dit parce que mon père, il a un tel attachement avec cet enfant. Nafsho kshura ben nafsho. L'âme de mon père est suspendue à la vie de cet enfant. Si vous le gardez, vous tuez mon père. À part ça, je me suis porté garant. À part ça, je ne pourrai jamais retourner voir mon père dans l'état où il va être. Si je reviens seul, sans l'enfant, c'est impossible. Etc., etc. Tu vois? Et là-bas, c'est marqué que Yosef, il n'a pas pu se retenir. Et il a dit, Ani Yosef, je suis Yosef. Aod Avichai, est-ce que mon père est vivant? Lo yachlou lanototo, ki nivhalu mipanav. Ils n'ont pas pu répondre, époustouflés qu'ils étaient devant lui. Ça va? Et Rachidi, ils étaient bouche bée comme ça, à cause de la honte. Quelle honte? Ben, la honte de s'être rendu compte que l'interprétation du rêve qu'ils avaient faite, elle était fausse. Ils ont cru que c'était roi d'Israël. Genre, comment Yehuda il va se prosterner devant lui? C'est impossible, vous avez compris? Donc ils ont dit, c'est sûr qu'il s'est pris pour le roi d'Israël, il va faire un schisme, il va tout casser, quoi. Et donc c'est pas possible. Donc il faut qu'on le vende. Il vaut mieux se débarrasser d'un qu'on perd tout. Ouais, c'est ça qu'ils ont pensé. Et lorsqu'ils ont compris maintenant qu'ils se sont prosternés devant Yosef et que c'était en Égypte, on a fait une gaffe. Ouais. Ça veut dire qu'on a vendu Yosef. Il a dû souffrir, je ne sais pas comment il a survécu en Égypte. À part ça, mon père, il a vécu un deuil de 22 ans, alors que ça n'avait aucune raison d'être, etc. Ils ont eu tellement la honte. Ouais. Ils ont fait teshuva, mais ils ont eu la honte de leur vie, quoi. C'est ça. Mais c'est une honte qui est acceptée. Vous avez compris ce qu'il veut dire? Quand il a dit je suis Yosef, ils ont compris qu'ils se sont trompés.
Il a dit, mon père est vivant. Alors il s'adresse à Yehuda. Il dit, mais dis-moi, tu savais combien mon père était attaché à moi? Tu savais? Et quand tu m'as vendu, aucun état d'âme. Ouais, tu dis, ouais, ouais. Et bizarrement, quand je te prends Binyamin, qui est aussi le frère, c'est mon frère, donc c'est le fils de Rachel, ouais, et ben tout à coup, non, je me porte garante, maintenant, toute ma vie, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu fais ça? Et en plus, tu m'as dit, mais si je garde Binyamin, je vais tuer mon père. Donc tu m'as dit, tu es un criminel. Mais quand tu m'as vendu, pourquoi tu n'as pas eu le souci de ton père? N'est-ce pas? N'est-ce pas qu'il y a quelque chose entre nous qui fait que tu as eu peur de perdre quelque chose? C'est pour ça que quand il s'agit de moi, que tu pensais que j'allais être le roi d'Israël et que j'allais prendre ta place, tout à coup, monsieur, il veut me vendre. Mais quand c'est Binyamin qui n'a aucune incidence sur la royauté de Yehuda, ah, le pauvre, le pauvre, le pauvre, le pauvre. Vous avez compris? C'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a dit, je suis Yosef, mon père est vivant. Il n'a rien dit. Mais l'autre, il a compris, ah, mon père est vivant. Vous avez compris? Il aurait pu dire, écoutez, je voulais vous parler, là, vous pouvez rentrer dans mon bureau, ouais. Alors, vous m'avez reconnu ou pas? Ben non, vous êtes qui? C'est moi, Yosef, les cocos. Hein? Alors? Hein? Et vous m'avez vendu, et machin, l'esclavage. Mais vous allez faire 25 ans de prison, là, direct. Ils auraient fait tchouva ou pas? Zéro. Vous avez vu la chorma de Yosef? Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Il les a fait juger une situation qui était commune à la leur. Il a dit comme ça, si je te garde bien, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, bah, mais c'est grave, tu tues mon père. Donc tu juges que c'est criminel. Je dis, oui, tout à fait. Et ben c'est moi, Yosef. Alors tu t'es rendu criminel toi-même. Vous avez s'il avait dit, mais vous êtes des criminels, vous avez failli tuer mon père, mais par le shalom, c'est de ta faute. S'il avait dit, il avait fait le reproche en leur disant, mais vous vous rendez compte ce que vous avez failli tuer mon père? Mais comment ça? Mais si tu m'as vendu, mais tu te rends compte, mais il était tellement attaché mon père à moi que tu risquais de le tuer. Je dis, mais pas du tout, n'importe quoi, mais c'était ta faute, regarde comment tu parles, comment tu nous parles, t'as pas honte, tu fais la shonara et tout. Ils auraient rétorqué quoi que ce soit, ils n'auraient jamais accepté. Par contre, qu'est-ce qu'il a fait, la chorma de Yosef? C'est de les faire juger d'une situation qui est commune à la sienne. Et donc, puisque tu as jugé que c'était coupable, alors maintenant tu peux te condamner, toi-même. Vous avez compris ce qui se passe? Vous avez compris? C'est la chorma, ça. C'est marqué là-bas, hein. Lo yachlou lanototo, ils n'ont pas pu répondre, et époustouflés qu'ils étaient devant lui. Et ça, j'ai pas compris. Pourquoi c'est marqué dans la Torah? Ils n'ont pas pu répondre parce qu'ils étaient estomaqués devant lui. Mais évidemment, quelqu'un qui est bouche bée comme ça, il ne peut pas répondre. Pourquoi il est marqué dans la Torah? Ils ne pouvaient pas répondre parce que ils étaient époustouflés devant lui. Ouais. Vous savez pourquoi c'est marqué? Parce qu'il leur a fait un reproche. Il leur a dit, c'est moi, Yosef, mon père est vivant, c'est un reproche. Ouais. Maintenant, s'ils avaient pu répondre, c'est comme tu dis à quelqu'un, hein, tu dis, mais t'as pas honte. T'as vu comment tu parles, t'as vu comment tu te compares avec ta femme, avec ton mari, machin, c'est honteux, n'importe quoi. Ça se fait, ça se fait pas du tout. Mais de quoi je me mêle? Est-ce que moi je me mets de tes oignons? D'abord, on va t'occuper de ta vie, après tu t'occupes de la mienne, et puis toi tu fais pire que moi. Maintenant, il m'a répondu. Ça va? Je lui ai fait un reproche, il m'a répondu. C'est bon? Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Qu'est-ce qu'on a gagné? Coca? Zéro. Zéro. On n'a rien gagné. Pourquoi? On a gagné une chose, c'est que je lui ai fait honte. Mais il m'a renvoyé la balle. C'est comme, Moshe dit, la matakerecha. Il dit, mais quoi, elle a gagné à ta mère, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien? En fait, je lui ai fait honte. On lui dit, mais tu lèves la main sur ton mère, t'as pas honte? Je lui ai fait honte. Mais cette honte, en vérité, elle est assoura, elle est interdite. Vous savez pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle n'amène à rien. Je lui ai fait honte pour rien, finalement. Il m'a renvoyé la balle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a marqué dans le texte, ils n'ont pas pu répondre. Ça veut dire que quand tu fais un reproche à quelqu'un, il ne faut pas qu'il te réponde. Il faut que tu dises quelque chose, que tu sois sûr, toi, qui fais le reproche, qu'il ne va pas te répondre. Parce que s'il te répond, tu fais une avéra. Laquelle? Tu lui as fait honte. Pour rien. Pour rien. Ça n'a servi à rien que de faire honte à la personne. Et ça, c'est interdit, ça, de faire honte aux gens. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand tu fais un reproche à quelqu'un. Si tu ne sais pas faire, tu te tais. Il vaut mieux encourager les gens. Et dans l'encouragement, il va avoir honte de faire le contraire, que de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Vous avez compris? C'est ce fait qu'il a eu peur, Yaakov Avinu, il a eu peur. Il a dit, mais si je t'avais dit, tu sais pourquoi toutes ces années je t'ai rien dit? Parce que j'ai eu peur que tu m'abandonnes et que tu vas voir Esav. Mais pourquoi tu vas voir Esav? Mais parce que tu l'as vexé, mon vieux. Tu lui as fait honte, vous avez compris? Et on crée des frustrations comme ça profondes, en fait, ouais,
qui, lorsque nous on a des valeurs, on dit c'est ça tes valeurs, mais tu m'as fait la honte de ma vie, mais elle va rien tes valeurs. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est par vexation, parce que on représente quelque chose sur le plan parental, sur le plan, je sais pas, marital. On dit mais comme ça que tu parles à ta femme, ou que tu parles à ton mari, c'est ça un mari, c'est soit une femme, et ça nous dégoûte en fait, parce qu'on ne représente pas l'image qu'on aurait dû avoir. Tu vois? Et c'est ça qui dégoûte les gens, et c'est ça qui les renvoie dehors. Mais ça, c'est le jeu du Yetzer, en fait. Tu as vu comment il parle ta femme, tu as vu comment tes parents te parlent, tu as vu comment machin, et hop, tout de suite, ça braque. Mais cette faculté, ouais, donc il faut faire très attention, c'est ça qui est marqué ici, le kavod, il faut faire attention de respecter les gens. Il faut savoir regarder les gens, non pas dans ce qu'ils font, mais dans ce qu'ils sont. Tu vois? Ça veut dire, tu dis, souvent, ce dit, c'est un rachat parce qu'il lève la main. Ça va? Donc c'est un rachat. Je dis, pourquoi tu dis que c'est un rachat? C'est pas un rachat. Soit il sait pas, soit il a un problème de midote. Il vaut mieux l'aider à changer, d'accord, que de le traiter de rachat. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait n'est pas définitif. Les choses, elles changent, les personnes évoluent, c'est vrai? Donc il vaut mieux, toi, que tu te retiennes et tu dis, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider? Ça va? Plutôt que de lui rappeler ce qu'il ne sait pas faire. Parce qu'il dit, mais dis la vérité, qu'il se débrouille avec. C'est l'inverse qu'il faut faire. Il ne faut pas dire la vérité aux gens. Il faut les amener à la vérité. Ah, c'est autre chose. Hein. Vous avez compris? Ah ben oui. Parce que je lui dis, écoute, j'en ai marre, j'en ai marre de toi, voilà, là, et tout est vrai, hein, tout est vrai. Mais le problème, c'est que ça ne donne pas envie d'atteindre cette vérité. Ça donne l'effet inverse. Tu dis, c'est comme ça que tu me parles, tu vas voir ce que je vais te faire. Je te parle plus pendant 6 mois. Et des gens, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Parce qu'ils se vexent, les gens se vexent. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que tu ne m'as pas donné de solution, tu m'as rappelé mes problèmes. Et avec les parents et les enfants, c'est pareil, il faut faire attention à ça. Parce qu'on rappelle tout le temps les erreurs, les machins, et parce que, en fait, on veut être efficace, parce qu'on est des flemmards. On n'a pas de patience, vous avez compris? Et donc on va dire des vérités, débrouille-toi avec. Voilà, j'ai pris la poubelle, toute la saleté, je l'ai envoyée, et maintenant prends ton balai, va te nettoyer. C'est pas comme ça qu'on fait, ça va? Tu comprends? En tant que parent, tu fais ça à tes enfants? Non. En tant que mari avec ta femme, et une femme avec ton mari, c'est pas comme ça qu'on fait. Ça veut dire qu'il faut savoir. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, il y a un yetzer très très fort de vexation, ouais, qui fait que Yosef, il est obligé avec ses propres frères de mettre des gants. Ça va? Moshe Rabbeinu, homme qu'il est, et grandiose, il va pas dire des reproches à Gégé en direct. Dernier recours à la fin de sa vie et encore Bérémez, avec des allusions. Vous avez compris? Parce qu'il faut faire attention. Tu veux aider les gens, alors fais-le bekavod. Honore les personnes. Tu fais pas dans ton intérêt. Tu dis, mais moi, la Torah me dit, dès que tu vois un problème, il faut le dire, hein, il faut le faire. Hein. Moi, la Torah m'a dit clairement, il faut faire des reproches. Ouais. Quand ça va pas, tu lui dis que tu fais des reproches direct, parce que sinon c'est toi qui va, bon Dieu, va dire alors. Et donc j'ai peur, donc je lui envoie en pleine figure, je lui envoie en figure, c'est comme ça. Ben oui, parce que demain le bon Dieu va me dire, attends, alors t'as rien fait, t'es réactif ou t'es pas réactif, alors. Mais c'est pas ça qu'il faut dire. C'est une fausse, c'est une erreur. C'est la chose la plus compliquée. C'est de faire des erreurs, de faire des reproches. Le plus compliqué. Parce que quand tu vas dire quelque chose, tu vas forcément vexer. Donc si tu n'es pas très très proche de la personne, que la personne elle t'aime, elle comprend tout à fait, que tu puisses te permettre de le faire, là il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que c'est faux, c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Il faut avoir une capacité de retenue, ouais, dans l'intérêt de la personne, en lui disant, si tu veux qu'elle change la personne, il faut que tu sois respectueux. Et c'est ce respect-là qui permettra de dire, ah bah ouais, pourquoi pas. Mais si tu lui dis en pleine figure que ça va pas, même pas en rêve, il va te répondre. Ça va? Il faut encore une fois qu'il ne puisse pas répondre. Ils n'ont pas pu répondre parce que s'ils avaient pu répondre, ben ils auraient dit, mais attends, mais c'est moi Youssef. Comment ça c'est Youssef? Mais vous ne m'avez pas reconnu, vous n'avez pas, hein, bande d'abrutis que vous êtes, vous n'avez pas reconnu que c'était moi. C'est comment d'abrutis? Mais tu as vu comment tu parlais de nous, comment tu faisais la chanara sur nous, comment tu nous as traités, machin, tu t'es pris pour qui là? Ils ont pu répondre. Ça veut dire qu'ils ont répondu, ils se sont acquittés de reproches. Razak Barour. Donc qu'est-ce qui est resté? Ben, j'ai dit un truc qui a vexé, et ça servait à quoi? À rien. Si ce n'est qu'à faire honte aux gens. Et donc c'est jamais productif. Jamais, jamais. Il faut savoir que quand tu veux faire un reproche à la fin, et comment tu vas le formuler, il faut faire très attention de le faire de façon à ce que la personne accepte la vérité, et pas que je lui impose ma vérité. Ça va? C'est ça. Même en couple, c'est très important. Parce que les gens, surtout dans les jeunes couples, etc., ils sont tout feu tout flamme, et tout à coup... en fait, là, si vous voulez, il peut y avoir des accidents comme ça, parce que plus on aime la personne,
plus la vexation, elle peut être à la proportion de l'amour. Et donc, là, c'est du dégoût, là, on est dans le dégoût. Vous avez compris ce qui se passe? Voilà. Et donc, faire attention parce que les sentiments, ils s'inversent. Il faut faire très attention à ça. C'est pour ça qu'il faut toujours respecter les personnes. Il faut toujours faire attention comment on parle aux gens. Et c'est ça ce que je voulais vous dire ce soir. Mais Ezrat Hashem, voilà. Merci. C'est moi qui vous remercie.